Bonjour, mon nom est André Baldinger, je suis graphiste, typographe et créateur de caractères. Et avec l'exposition Écriture japonaise, je vous amène dans l'univers des signes japonaises, mais aussi dans une culture visuelle qui est loin de nous. Et dans ma pratique, j'ai toujours considéré que les caractères sont un peu mes acteurs avec lesquels je m'exprime et avec lesquels je communique les messages. Et on se rend aussi compte que l'écriture, les différents systèmes d'écriture avec la langue font partie qui est directement liée à la culture du pays respectif. Et pour moi, c'était aussi un moyen de découvrir d'autres cultures, d'autres coutumes. Et avec cette exposition, j'essaie de vous ouvrir aussi un peu porte à ce système d'écriture qui est plutôt très énigmatique. Il faut dire que le Japon a commencé relativement tard à écrire. Les premières écritures sont arrivées via la Chine, les Hanzi en Japon au IVe siècle, via la Corée. Et c'était à ce moment-là où ils étaient adaptés et utilisés par une petite caste privilégiée qui maîtrisait ça. Mais il faut aussi dire que le système chinois, les Hanzi, n'étaient jamais vraiment créés pour le japonais. Ça veut dire les Japonais, ils ont quelque part se débrouiller pour adapter ces Hanzi qui sont devenus les kanji au Japon, en faisant des choses qui sont des fois pas toujours aussi cohérentes comme pourrait peut-être le juger aujourd'hui. Il y a certaines kanji qui sont devenus que des sons, et on a même certaines homonymes où vous avez dans la langue japonaise, vous avez par exemple des noms, des objets qui sont d'un objet à l'autre exactement les mêmes. Et ça, on va reparler un peu plus tard, qu'est-ce que ça crée aussi comme difficulté ou quel est le défi qui est lié à ça. Alors si on regarde un peu le développement des caractères chinoises, parce que c'est un peu la source d'où vient les kanji d'aujourd'hui au Japon. La Chine, le chinois, c'est une des langues écrites les plus anciennes qui existent et qui était en constant développement pendant presque 4000 ans. Et les premières traces qu'on trouve étaient des inscriptions sur des carapaces de tortues. Et après, graduellement, c'était des inscriptions qui étaient encore assez figuratives. On pourrait voir des animaux, des êtres, des mains. Et des fois, c'était même pour nous possible de deviner qu'est-ce que ça pourrait éventuellement signifier. Mais, fur et à mesure dans le temps, ces caractères, ils ont commencé à se simplifier, à devenir plus abstraits, jusqu'au moment où ils ont trouvé la forme qu'on connaît aujourd'hui. Et la grande rupture, si on veut le dire comme ça, était faite un peu après notre année zéro, où les caractères sont vraiment devenus d'une partie plus picturale, on commence à être plus synthétique, plus abstrait. Et en fait, c'est à partir de cette période-là où visuellement où les Hanzi sont arrivés au Japon et qui étaient repris et utilisés dans le Japon pour leur écriture. Et la chose que je montre aussi dans l'exposition, à part des panneaux qui éclairent sur certains aspects, il y a toute une série des ouvrages qui sont liés au sujet et qui éclaircissent sur ce domaine. Et une chose qui est importante pour moi, c'est pas seulement de montrer l'ouvrage comme on montre ça normalement dans un musée, mais aussi de pouvoir feuilleter un extrait qui fait partie de cet ouvrage et de découvrir aussi une partie de ce contenu. C'est-à-dire, c'est quelques pages synthétiques qui montrent et qui plongent dans le sujet de chaque ouvrage. Alors, avec cette arrivée des Hanzi qui sont devenus des kanji, le Japon, pour la première fois, était aussi en mesure d'écrire et de documenter par écrit son histoire et des faits économiques et tout ça. Et ensuite, c'était vers le 7e siècle
que les deux syllabaires propres au Japon étaient développés. Ces deux syllabaires, le hiragana et le katakana, étaient presque développés en même temps. Le hiragana un tout petit peu plus tôt que le katakana. Et hiragana était par les femmes aristocratiques au cours, au désir de s'exprimer aussi et de l'utiliser plutôt dans des domaines de la poésie, de la littérature et tout ça. Et les katakana étaient développés par des étudiants moines dans les monastères bouddhistiques. Alors, il y a une particularité avec les kanji. Au début, c'était assez libre dans les proportions, mais au fur et à mesure, c'est le carré qui est devenu un peu leur emplacement et leur espace dans lequel ils étaient inscrits. Et avec ce panneau-là, je montre les différentes façons comment un kanji peut être construit, parce qu'un kanji est construit, peut être d'une seule racine, mais il peut aussi être recomposé par plusieurs racines. Ça veut dire, la racine, c'est un clé qui nous donne des indications, et c'est important à savoir parce que ça nous aide aussi à mieux comprendre et à mieux déchiffrer cette langue, et ça enlève aussi un peu la pure notion de la difficulté de connaissance, parce qu'au moment où on connaît les racines, on connaît déjà une grande partie des compositions qui peuvent se faire. On peut imaginer que c'est comme un système modulaire dans lequel les éléments s'incrustent dans différentes manières, et avec ce panneau-là, je montre un peu la différente architecture que les différentes combinaisons des kanji peuvent avoir. Ensuite, à l'époque, l'outil principal pour les écritures était le pinceau. Et l'outil a toujours un aspect très important et décisif sur l'aspect formel de l'expression d'un caractère. Et avec le pinceau, on a bien sûr, c'est le moment de toucher le papier, de faire le tracé, de terminer, qui après donne forme aussi à chaque trait. Et il faut dire aussi qu'il y a une nomenclature qui est strictement respectée dans l'écriture, c'est-à-dire on a vraiment un début clairement défini de chaque kanji, quel trait faire au premier, au deuxième, au troisième, et ainsi de suite. Et avec ça, c'était possible aussi de donner, même si c'était écrit par plusieurs de différentes personnes, d'écrire une sorte d'unité dans l'expression et dans la façon comme on a donné forme avec le pinceau et avec le trait. Et les caractères qui étaient développés à partir de cette esthétique-là, c'est le caractère qu'on dit les mincho, c'est la caractéristique de ce caractère-là, qui sont basés sur des contrastes assez élevés entre les pleins et les déliés, et on peut les comparer avec le latin, par exemple, comme des caractères, des didones, qui font partie de notre classification typographique. Alors ça, c'est un ouvrage qui est entièrement consacré à ce domaine-là des mincho, dès les premières impressions. C'est une sorte d'ouvrage de référence, devenu référence, et ça nous éclaire pas mal aussi sur les moments décisifs dans les différents développements. Alors je reviens maintenant aux syllabaires. Les deux syllabaires, le hiragana et le katakana, ce sont 46 signes pour chacun des kana, et les deux couvrent exactement le même espace phonétique. Ça veut dire vous exprimez avec deux écritures les mêmes sons. On va parler un peu plus de ça un peu plus tard. Mais la chose qui est importante, ce que je vais montrer aussi avec ce tableau ici, au moment de l'écriture manuelle avec le pinceau, les hiragana étaient liés ensemble. Ça veut dire qu'on n'a pas séparé lettre par lettre. Il faut aussi dire que les japonais comme le chinois s'écrivaient strictement en vertical. Et au moment où on a commencé à dessiner, un hiragana à l'autre était des fois lié et même plusieurs ensemble. Et ça donnait des mises en page qui étaient très harmonieux, très
esthétiquement très marquant dans cette manière. Et ça, c'est quelque chose qui, bien sûr, après avec le progrès, a subi des changements. Alors, à cette époque-là, on a fait ça avec le pinceau sur sur une pièce de bois qui était après gravée, et avec la xylographie, on a imprimé avec ces plaques de bois les ouvrages. Et ça permettait justement d'être assez libre dans la façon de la mise en page et de l'expression de écrire les hiragana. Et ça, dans le développement, est devenu un obstacle parce que si vous pensez avec l'invention de l'impression, on a dû se limiter à certains standards, et si je dis standard, ça veut dire à des emplacements qui étaient fixes, parce qu'autrement c'était non maîtrisable. Et ça veut dire pour le japonais, les kanji étaient déjà dessinés de plus en plus dans un carré, mais c'est aussi devenu une nécessité pour les deux kana, hiragana et katakana. Et on voit historiquement comment entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, formellement, quel impact les caractères hiragana ils ont subi pour après répondre aussi aux standards ou aux limitations que l'impression en plan a induit. Et c'est des choses qui ont beaucoup impacté aussi sur l'esthétique et la façon comme les caractères étaient aperçus. Alors, dans les ouvrages qui sont présentés ici dans l'exposition, il y a un grand nombre qui vient du même auteur, de Kainosuke Sato. Et Kainosuke Sato était une des figures majeures dans la scène typographique. Il était actif des années 50 jusqu'à sa mort. Et on lui doit une nombre importante des ouvrages sur la typographie, sur les systèmes d'écriture japonaise, d'une qualité remarquable. Et là, il y a un livre de référence sur les kanji. Et on a parlé avant justement comment, d'une façon plus libre, les signes, y inclus les kanji, ont dû se mettre dans un carré, qui est devenu encore plus le cas avec l'impression en plan. Et cet ouvrage-là, justement, elle thématise historiquement et stylistiquement les changements et l'impact que ça a eu. Les deux syllabaires japonaises, le hiragana et katakana, on a dit ils étaient développés à partir des kanji. Et ça veut dire que ce sont des kanji qui étaient utilisés phonétiquement, qui ont se prêté à ce développement de ces deux syllabaires. Et dans le hiragana, la transition n'était pas aussi immédiate. Il y a eu une variante intermédiaire, le sugana, qui était créé, c'est la partie qui est ici en rouge. Et la façon d'aujourd'hui, elle est finalement, c'est celle ici en bas. Et on voit des fois, il y a très peu de changements entre certains signes. Par exemple, le mot ici, c'est quasiment identique, un peu simplifié. Mais par exemple, le no en soi, no d'ailleurs un des caractères les plus utilisés dans la langue japonaise, et a complètement changé la forme. Et les hiragana sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus rondes dans son expression, contrairement aux katakana, qui, en eux, sont très très rectangulaires et qui sont bien plus directs, traduits de leur origine de signes kanji de lequel ils ont découlé. On voit vraiment des fois des choses qui sont très peu changées. Bon, là, le he, par contre, un peu plus, mais beaucoup d'autres sont presque identiques. Et on est vraiment un fort contraste formel entre hiragana et katakana, entre quelque chose de doux et quelque chose de très angulaire. Et c'est peut-être pas par hasard que les hiragana étaient plutôt développés par les femmes et les katakana par les hommes. Ici, on a une affiche de Ruichi Yamashiro. Ruichi Yamashiro est entré dans l'histoire avec cette création, et je trouve aussi cet exemple
très parlant dans la façon comme on peut exprimer avec le kanji, qui sont déjà une reproduction à ce moment-là, ici, pour ce cas-là, d'une image, et on crée avec ces kanji qui sont images, une nouvelle image. Et en fait, c'est basé sur la racine de l'arbre. Au moment où on a un seul, c'est juste un arbre. Au moment où on a deux, c'est un buisson. Et au moment où on a trois, c'est vraiment le forêt. Et lui, il a utilisé ces trois différentes déclinaisons de l'arbre pour créer en soi une reproduction d'un forêt avec les arbres grands, petits, des accumulations, des éclairs et tout ça. Et je trouve que ça illustre d'une manière très poétique la façon comment certaines expressions de cette écriture peuvent après être utilisées aussi graphiquement. Là, j'ai un ouvrage, c'est un ouvrage qui traite les tout premiers dictionnaires entre le Japon et les différentes langues, anglais, néerlandais, français. Le Japon était longtemps isolé et c'est surtout par Nagasaki que le commerce et l'échange étaient toujours pendant de très longues périodes maintenus. Et c'était aussi à Nagasaki où, après les premières impressions, l'imprimerie était créée au Japon et le premier caractère en plomb était développé. C'est William Gamble, c'est un prêtre américain qui était d'abord basé à Shanghai, qui était le premier qui a amené cette savoir-faire à Nagasaki et après, c'est des Japonais qui ont aussi, bien sûr, repris ces technologies. Alors, une des très grandes difficultés, au moment où on utilise maintenant ces trois scripts, et il faut le dire, ces trois scripts, ça veut dire les kanji, les hiragana, les katakana, sont dans leur quotidien utilisés tous ensemble dans l'écriture. Ça veut dire que vous avez un mélange entre ces trois écritures avec les trois esthétiques très différentes, avec des expressions et des densités très différentes. Si vous pensez par exemple qu'un kanji peut, entre une ou deux traits, aller jusqu'à 23 traits, on est quasiment du blanc au noir qui remplit le carré. Et ça, c'est un défi parce que dans la composition de la mise en page, on va forcément avoir des petits points noirs qui vont être visibles dans le sens selon la densité de caractères. Et ça, c'est un des défis. L'autre est justement la différence esthétique entre les hiragana plus rondes et les katakana plus angulaires. Et un confrère allemand, Helmut Schmidt, qui est parti dans les années 60 au Japon, avec cet exemple que je montre ici, bien faire une sorte d'analyse de la distribution du pourcentage de chaque script dans un texte. Et il a pris l'événement de chute du mur à Berlin, un article dans un des grands journaux japonais, pour exprimer ça. Dans la première planche, on a toutes les trois scripts ensemble. Ensuite, on filtre, il laisse que les kanji apparaître. Dans cette planche, on n'a que les hiragana, et ici, on n'a que les katakana. Et la chose qu'on se rend compte que les deux kana, les deux syllabiques japonaises, en fait, si on les additionne ensemble, ils prennent la majorité, ils sont entre 60 et 70% de présence dans un texte. Et c'est important, on va le voir un peu plus tard, qu'est-ce que ça signifie, mais en tout cas, ils ont, par pure utilisation, ils sont plus présents que les kanji qui sont venus d'origine de la Chine. Alors, le système japonais de l'écriture, vous avez compris, est assez complexe. Et dans cette complexité, il y a bien sûr aussi toujours les questions de l'apprentissage, de la transmission, et qu'est-ce que ça signifie aussi dans le quotidien. Et je montre sur cette planche-là à quel point, même pour des Japonais, leur propre système n'est pas toujours aussi évident.
parce qu'ils ont une sorte d'écriture, d'annotation qu'ils appellent le furigana. Et avec le furigana, ce sont les petites annotations que vous trouvez ici soulignées en rouge, à côté des kanji. C'est écrit en hiragana pour traduire les signes. Ça veut dire, vous avez une traduction directe, même pour des Japonais, des kanji qui sont ici imprimés. En général, on fait ça avec des kanji qui sont rares, qui sont peu connus. Si vous faites le bac, normalement, vous devrez maîtriser aujourd'hui 2136 kanji, mais dans les nombres définis par le comité scientifique japonais, le Japon connaît 10 000, un peu plus que 10 000 kanji. Alors il y a aussi des kanji qui sont très rares et qui sont peu compréhensibles même pour des gens très éduqués. Mais c'est aussi une manière de traduire et d'aider aux écoliers et aussi aux gens qui sont désireux d'apprendre le japonais. Alors, la traduction qui vient tout de suite avec cette façon des furigana, des annotations. On a ici ça c'est un ouvrage aussi de Kainosaki Sato sur les hiragana, et avec toutes ces analyses qu'il fait, il montre aussi à quel point des signes sont formellement différents, aussi si on regarde les contours et tout ça. Et ça, c'est des choses qui, au moment où on commence à se pencher dans le sujet, on comprend beaucoup mieux certains aspects pour la création, mais on comprend aussi à quel point c'est un casse-tête de réunir ces trois scripts différentes. Dans la même série d'ouvrages, après le hiragana, on a un ouvrage sur les katakana, le même auteur, et avec un peu les différentes spécificités qui sont liées à ce caractère-là, mais aussi avec des modèles de dessin et des systématisations qui peuvent se faire plus facilement avec les katakana qu'avec les deux autres écritures. Et on n'a pas encore parlé de ça, mais dans l'utilisation après de la langage et de l'écriture, le katakana a une position très particulière parce que c'est l'écriture qui est utilisée pour les expressions qui viennent de l'extérieur de la culture japonaise. Ça veut dire des nouveaux mots, des mots qui sont liés à l'Occident, ou même si vous êtes visiteur, visitrice au Japon, ben votre nom il est écrit avec du katakana. Ça veut dire les Japonais, ils déclarent avec la façon d'écrire si quelque chose fait part de leur culture ou si ça vient de l'extérieur. Et je connais personnellement aucune autre culture qui a cette distinction et qui peut le faire, parce que bon, les Japonais a avec ces trois scripts aussi cette possibilité. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a une sorte d'utilisation très, très précise aussi de ordonner les différentes origines d'où vient quoi. Et en prenant un exemple, l'expression hotel, c'est quelque chose qui n'existait pas au Japon. Bon, ils ont importé ce mot-là, ça s'appelle au Japon, ça s'appelle hoteru, et c'est écrit en katakana parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Si moi je suis en visite au Japon, mon nom est annoncé en katakana, et c'est la même chose avec tout le monde qui vient de l'extérieur du Japon. Alors cette exclusivité ou cette façon d'être précis avec une écriture formellement distinctive pour une certaine chose, c'est pas seulement pour les choses non culturelles que les Japonais l'utilisent. Ils ont développé aussi dans leur histoire plusieurs écritures qui étaient liées à des événements très précis. Et ce sont les écritures, les Edomochi, et on a ici un premier exemple, les Yosemochi, qui étaient ou qui sont toujours utilisés même aujourd'hui, exclusivement pour les programmes
des théâtres. On a une autre particularité très japonaise, c'est les sceaux. Vous avez aujourd'hui, si vous signez un document, normalement chaque Japonais il a un petit tampon avec son sceau là-dessus, ça signe de nom de famille. Et ici, ça c'est l'écriture des sceaux, les kakuchi, qui sont aussi très typés dans la façon de s'exprimer formellement. Alors là, de nouveau, on a une esthétique particulière pour une application très précise et très exclusive. Toujours dans les Edomochi, les Sumomochi. Sumomochi, ils ont exclusivement cette écriture est utilisée pour les grands tournois et les annonces et les programmes des tournois sumo. Et la chose qui est intéressante avec ce type de Edomochi, ça devient très dense, très noir, des fois même un peu oriental, et on peut des fois même penser qu'il y a une sorte d'analogie sur la physique très présente que les différents sumo pratiquants ils ont. D'ailleurs, cet ouvrage ici que je montre là, c'est un ouvrage qui est sur toutes ces Edomochi, et encore d'autres que je ne montre pas ici. Ça, c'est pour les lampions qui sont utilisés pour des festivités ou pour annoncer des restaurants, des choses comme ça. Ça fait directement partie vraiment de l'univers culturel et formel du Japon, et c'est aussi beaucoup véhiculé ensuite vers l'extérieur. Mais si on vient de l'extérieur, on n'a pas encore ce sens de codage et tout ça. Une fois, si on comprend ça, on peut aussi s'orienter que vis-à-vis de l'écriture. Ça nous donne déjà des indices pour quelle chose c'est utilisé. Et voici le dernier Edomochi que je vous présente ici dans l'exposition. C'est le Kantaryu, qui est utilisé surtout pour les programmes de spectacles, des kabuki et des rakugo. Et si vous regardez ça et vous faites une analogie, des fois ça qu'on se voit dans les rues, des graffitis, des fois on n'est pas très loin esthétiquement dans certains aspects comme l'expression et la lieu. On change un peu, on arrive au caractère de titrage. Les caractères de titrage en fait, c'est le domaine où formellement on a le plus de liberté. Un titrage, c'est toujours que quelques mots, et on peut se permettre d'expérimenter et d'utiliser et tester des répertoires visuels qui peuvent être tout à fait expérimentaux. Et surtout le katakana, qui est assez simple, se prête à cet exercice magnifiquement, parce que les formes simples peuvent après servir comme une base d'expression très diverses assez facilement. Alors, on a deux blocs de titrage avec katakana, ces deux-là, et ici un avec hiragana, et on voit déjà là un peu aussi le contraste entre rectangulaire et beaucoup plus fluide. Mais dans ce domaine de titrage, les frontières commencent à être un peu plus fluides. Et dans les ouvrages, je montre deux ouvrages d'une passionnée des signes urbains. Et la chose qu'il nous présente, c'est un chasseur des signes. Partout qu'il se balade, il trouve des enseignes qui sont vernaculaires, qui sont uniques, qui existent peut-être une seule fois sur cette planète-là. Et il a fait un répertoire d'abord avec les hiragana et ensuite un autre ouvrage avec les katakana. Et si on regarde à quel point on peut donner par exemple forme à un A, ici en katakana, ou ici le I en hiragana, c'est étonnant à quel point on peut imaginer que nous sommes toujours encore capables de lire les signes au moment où nous sommes dans une situation contextuelle, et au moment où on
on peut découvrir quelques lettres, on commence à composer le mot, même si formellement on est assez éloigné de quelque chose qui nous est normalement familier. Tout au long de l'histoire, les Japonais eux-mêmes, ils ont se posé la question, est-ce que c'est vraiment raisonnable de garder ce système de cette manière-là? Alors, d'une part, ça prend énormément du temps pour apprendre, ça fait des défis aussi technologiques. Une machine à écrire pour les Japonais est beaucoup plus complexe, beaucoup plus lourd, beaucoup plus grand, et jamais aussi rapide pour écrire des textes comme par exemple une machine à écrire latin avec 26 lettres. Et alors à partir de 1920, il y a une association qui a s'est créée, les Kanamachi-kai, qui a commencé à réfléchir et qui militait pour une simplification et un changement du système d'écriture japonaise. Et parmi les différentes propositions qu'ils ont faites, étaient surtout de fur et à mesure abandonner les kanji et de se servir surtout du katakana pour toute communication. Et c'est un processus qui est en permanence toujours d'actualité. Il y a certaines choses qui ont déjà eu lieu. On va parler tout à l'heure de ça. Mais en tout cas, il y a des avantages qui sont évidents. Le temps d'apprendre 46 signes est beaucoup plus court. Techniquement, c'est très facile à intégrer. Par contre, on a très rapidement vu aussi, et c'est une des raisons pourquoi le système d'écriture japonaise est toujours utilisé comme c'est utilisé, ou presque utilisé comme c'était avant, je reviens sur ça que j'ai dit avant, il y a des homonymes, ça veut dire des expressions qui sont, la même expression est donnée pour des objets complètement différents. Et ça peut créer de confusion, et c'est là où, par exemple, les kanji gardent un avantage, parce que le kanji était déterminant pour vraiment bien dire de quel objet il s'agit. Et ça, c'est par exemple un des obstacles qui évite qu'on a abandonné les kanji. Ensuite, les kanji, hiragana et katakana, dans leur mélange, ils aident aux lecteurs au Japon de déchiffrer mieux le texte, parce qu'il n'y a pas d'entre-mots, comme chez nous. Toutes les signes sont alignés un après l'autre, et ça nous donne des îlots qui structurent le texte, et ça aide à la compréhension. Alors pour ces raisons, par exemple, l'association Kanamachi-kai a proposé d'introduire un peu comme chez nous l'entre-mot, d'introduire aussi une ponctuation pour mieux pouvoir gérer la structure d'une phrase. Et c'était aussi une sorte de nécessité parce qu'au moment où, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est devenu une des puissances économiques majeures au monde. Et avec ça, bien sûr, toute communication était primordiale et tout échange c'était un frein avec leur système très complexe. Ça veut dire les premières machines à écrire qui étaient après utilisées avec l'extérieur, c'était tous basés sur des alphabets limité ou que faire avec les katakana. Et dans ce mouvement-là, il y a tout un nombre de créateurs de caractères qui ont aussi réfléchi à des nouvelles formes de katakana. Et c'était un moment qui était très productif, et je montre quelques exemples et quelques influences qui sont liées à ça. Alors par exemple, dans les années 50, il y a Tadanori Matsuzaka, qui nous fait cette proposition ici d'une cursive, on peut vraiment dire c'est une cursive. Là, c'est pas encore dessiné, c'est écrit à la main, mais on peut très bien dire de développer à partir de ça tout un alphabet bien dessiné et développé. Et la cursive en soi, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment dans le système japonais.
Nous, en latin, on a les italiques. Les italiques, pour nous, ils sont utilisés dans des situations très spécifiques, pour les titres, les œuvres et tout ça. Mais au Japon, ce n'était pas quelque chose qui était connu. Alors, c'est une expression qui est beaucoup moins développée. Et là, c'est un des exemples où on est vraiment avec une cursive, avec une certaine angle d'application. Bon, jusqu'à ici, tous les ouvrages qui sont présentés dans l'exposition ont traité exclusivement un des 3 scripts japonais ou plusieurs ensemble. Et là, c'est le premier ouvrage qui fait aussi une sorte d'analogie entre le latin et les scripts japonais. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien aussi à quel point le développement a nécessité, avec cette ouverture, de comprendre et apprendre la mise en page et l'utilisation du latin. Alors, Lettering Design, c'est un ouvrage de Yasuburo Kuwayama, et je la trouve assez exemplaire parce qu'elle nous montre d'une manière synthétique, et même chose pour un japonais, nous met en évidence la différence entre les 2 mondes et leurs différents scripts et écritures. Là, on a par exemple le répertoire formel des kanji, hiragana et katakana. On a la façon comme les signes se présentent formellement, comment ils sont décrits, soit plutôt dans un cercle, dans un carré, un triangle ou un rhomboïde. Ça donne beaucoup d'informations qui nous fait aussi plus sensibles à la spécificité de chaque script. Et fur et à mesure aussi avec le temps, le Japon, avec son ouverture économique, culturelle, a bien sûr aussi regardé qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, et très rapidement, on a commencé aussi de se servir du latin. Des fois, c'était pour des raisons commerciales ou d'une sorte d'exotisme, mais on constate que de plus en plus aujourd'hui, le latin trouve aussi expression dans les mises en page dans la création japonaise. Et beaucoup des enseignes, par exemple, sont faites avec des lettres, les lettres latines. Alors, ça nous montre un peu à quel point les choses sont en train d'être modifiées, et ça, c'est des choses qui sont liées culturellement et dans l'espace du temps. Il y a d'autres choses qui sont liées à la technologie qu'on a à disposition. Et on a déjà parlé du pinceau qui donne une certaine esthétique, une certaine forme, et comme ça, chaque révolution technologique implique aussi des nouveaux répertoires et des nouvelles façons formelles de s'exprimer. Et si on regarde, on était d'abord dans la xylographie comme impression, après c'est venu le plomb, et ensuite il y a une période qui était avec la photocomposition. Ça, c'est par exemple un spécimen d'une imprimerie des années 1959 qui montre les premiers caractères qui étaient dans le répertoire pour la photocomposition. C'était la technique révolutionnaire à cette époque-là, qui a bien sûr accéléré la composition, qui a eu des avantages, mais qui a aussi eu des désavantages, comme souvent, avant, les différentes tailles de lettres étaient dessinées différemment pour compenser des effets optiques qui étaient liés à la taille et la représentation de la taille. La photocomposition, on a eu un dessin qu'on a graduellement agrandi ou réduit selon les besoins, et ça induit aussi une perte de qualité visuelle pour certaines compositions optiques. Après la photocomposition, on est arrivé dans l'ère numérique, et l'ère numérique un des résultats était ça, a commencé à démocratiser la création. Il faut dire aujourd'hui, une grande fonderie comme Morisawa
c'est une équipe de jusqu'à 20 personnes qui est en train de développer pendant 2 ans un caractère avec 9000 kanji, avec les 7 hiragana, katakana et toutes les choses, signes supplémentaires et différentes graisses. Ça veut dire que c'est quasiment impossible pour un être humain normal de faire ça dans un temps raisonnable. Et la chose qu'on a dit un peu auparavant, c'était que dans la distribution des différents signes dans le texte, on a majoritairement les kana, ça veut dire les hiragana et les katakana. Et c'est justement un des faits qui ont fait réfléchir à un créateur japonais, Shintaro Aoka, de développer sa grande famille de kana. Il a se dit, peut-être je devrais faire pas toutes les kanji, je peux me limiter à utiliser ou de travailler que sur les kana, ce qui réduit considérablement le travail parce qu'on a 7 à 46 signes. Et il a se penché là-dedans, il a développé en fait ce qui est devenu jusqu'à aujourd'hui la plus grande famille de caractères japonais, sa kana famille. Et son principe était intéressant en plusieurs aspects. D'une part, il a dit il aime bien de donner aussi de nouveau une sorte de diversité de l'âme à l'écriture. Parce que lui, il a regretté que, par exemple, les hiragana, ils ont perdu leur capacité d'être reliés et d'expression un peu plus personnelle. Alors, il a activement recherché aussi des expressions qui étaient liées à des moments historiques qu'il trouvait intéressants. Et à partir de là, il a développé 5 différentes familles de caractères avec des expressions différentes que en kana, ça veut dire hiragana, katakana, les ryokan, les kudoken, les yukinari, komachi et tsukiji. Et ces 5 familles ont différentes graisses, mais aussi stylistiquement dans différentes versions. On a déjà parlé du style Mincho, qui est lié à une esthétique avec des grandes différences en plein délié, comme les didons chez nous. Après les gothiques, qui représentent plutôt les sans-sérifs, et des caractères mixtes qui utilisent des répertoires formels un peu plus un peu hétéroclites. Et sa proposition basée sur aussi le fait qu'en Japon, c'est quelque chose qui est courant, que vous dans une mise en page, vous composez avec plusieurs caractères différents. Il y a par exemple des gens qui trouvent de ce type de caractères, ils aiment bien les katakana, mais pas forcément les kanji. Alors ils font des assemblages avec différents types de caractères et les outils qu'on a, ils sont spécialement préparés pour ça. InDesign, un des outils les plus communs de notre métier. La version japonaise a une extension qui permet de très facilement intégrer d'autres membres de famille. Et alors, sur cette base-là, il a créé cette très grande famille de kana, que hiragana, que katakana, mais avec 65 styles différents. Et après, à l'utilisateur de chercher un kanji, une famille kanji qui voulait combiner avec ça. Et c'était un des très très grands succès dans les années 90. Et c'est resté un grand succès parce que la famille était en permanence encore développée et augmentée. Alors un principe assez ingénieux d'un désavantage de tirer aussi une certaine manière de pouvoir créer une personne seule, un nouveau univers et un nouveau classique dans la typographie des caractères japonais. Chronologiquement, on a parlé de la photocomposition et après de l'ère numérique. 1970, on est encore dans l'ère de la photocomposition ou du lettracette. C'est une technique, vous avez acheté des feuilles avec des lettres là-dessus et avec un outil à la pression, vous avez quelque part transféré la lettre sur le papier. Avec ça, vous avez composé des titrages et après avec une rétro-caméra, photographier ça pour faire les films d'impression.
Et un des acteurs à l'époque qui était très actif, une fonderie, c'était la fonderie Shaken. Et ils ont établi pour trouver des nouveaux talents et des nouveaux expressions dans leur bibliothèque de caractères. Ils ont fait des concours ouverts pour des propositions, pour des nouveaux caractères. Et là, je montre un exemple très intéressant de Hiroki Nakamura, qui est devenu une autre classique, le NAR. Et pourquoi cette proposition est aussi intéressante? On a dit que classiquement, le japonais, comme le chinois, s'écrivait de vertical, de haut en bas et de droite à gauche. Et de nouveau, avec l'ouverture, avec les échanges, il y a un moment aussi venu l'idée pourquoi on n'utilise pas seulement une mise en page verticale, mais aussi horizontale. Et il faut imaginer que vous êtes en train de créer un caractère qui est utilisé verticalement, bah vous respectez une certaine philosophie de création pour que verticalement, les alignements, ils sont en phase. Et si vous utilisez maintenant ce caractère d'un seul coup en horizontal, bah vous n'avez plus vraiment cette même alignement parce que vous avez changé l'orientation. Et ça fait que la mise en page est bien plus nerveuse et beaucoup moins coordonnée sur la suite des signes qui se présentent maintenant en horizontal. Et la chose qui était très intéressante avec cette proposition NAR, le créateur lui-même, pas vraiment un créateur de caractères, mais plutôt un graphiste qui a utilisé des caractères et qui était justement confronté dans sa pratique à ce fait que ça lui embêtait après de voir des compositions en horizontal qui étaient insatisfaisantes, a fait une proposition avec ce NAR qui marchait de même manière horizontale comme verticale. Et avec ça, plusieurs mesures, paramètres étaient importantes qu'il respecte. D'une part, il a essayé d'équilibrer l'occupation du carré, ça c'est une chose. Il a essayé justement d'intégrer une sorte de système de grille qui est aussi bien valable pour une utilisation en horizontal comme en vertical. Ça veut dire les alignements optiques étaient optimisés et il a fait attention pour que ça marche le mieux pour les deux orientations. Et fait qui est intéressant avec ça, c'était vraiment faisait partie de la présentation, c'est aussi que en horizontal, et là on revient sur l'association Kanamochi Kai, qui a proposé une écriture en horizontale, mais avec des intermots. Là, on a toujours les deux kana, hiragana, katakana, plus les kanji, ça veut dire classiquement les trois scripts, mais par contre, on voit bien introduit les espaces-mots qui se trouvent seulement ici dans la version horizontale. La version verticale, vous n'avez pas d'espace-mots, on a des pauses, mais les pauses, ils sont juste créées parce que ça, c'est le point qui est dans un carré, ça, c'est la virgule qui est dans un carré, il reste l'espace. Mais ce n'est pas vraiment un espace-mot proprement dit, ce qui est le cas ici. Et si vous regardez quelque chose qui est intéressant, c'est aussi formellement, la virgule change vis-à-vis cette virgule-là. Esthétiquement, je trouve que c'est plus convaincant ici, parce que cette virgule-là vient clairement d'un autre répertoire, beaucoup plus occidental. Elle n'est pas formellement pas aussi juste comme celle-là, mais je pense pour des raisons d'évidence, il est considéré que c'est important de distinguer cette ponctuation. On arrive peut-être aussi à un autre moment décisif dans la création de design des caractères japonais. Le groupe Typo était constitué de 3 membres, de Katsushi Ito, Yasaburo Kuwayama et Takao Hayashi. Et on a déjà vu un des noms dans l'univers, dans le paysage typographique japonais. C'était tous des gens qui étaient déjà identifiés dans leur domaine. Et là, ils ont s'est mis ensemble et ils ont sorti en
1968, un caractère qui est devenu aussi un autre classique, le typos. Alors, le groupe Typo a créé le caractère typos. Et la chose qui est révolutionnaire avec ça, et on le voit un peu aussi en analogie de ça qui a se passé dans le monde latin, parce que si on regarde quelques années avant, dans la fin des années 50, il y a Adrian Frutiger qui vient d'arriver à Paris, qui était engagé par Deberny Peignot pour développer une nouvelle famille de sans-sérifs, c'est-à-dire des caractères sans empattement. Et la chose qui était nouveau avec sa proposition, c'était pas le style, mais c'était de faire une conception dès le début d'une famille complète avec différents styles, différentes graisses et différentes largeurs. C'est quelque chose qui ne s'est jamais fait avant. Avant, on faisait quelques graisses plus les italiques. Après, on a regardé comment ça se vend, si ça se vendait bien. On a augmenté la famille avec d'autres graisses, avec d'autres styles. Mais souvent, c'était une décennie, 2 décennies plus tard, ce qui a fait que ce n'était pas forcément toujours le même créateur qui travaillait derrière. Et avec ça, des propositions qui n'étaient plus vraiment aussi convaincantes et cohérentes dans la conception et formellement. Et Frutiger a développé l'univers. Et on voit ici le schéma qui était à l'époque publié. Et si on regarde maintenant, 10 ans plus tard, le typos, on voit un peu, c'est clair, les gens, ils ont aussi, tout le monde regarde qu'est-ce qui se passe, et ils étaient clairement aussi inspirés et aussi, je pense qu'ils ont pris l'univers comme une sorte de possible modèle pour aussi développer après leur caractère japonais. Et si on regarde cette planche ici, cette partie là-haut, en fait, toute l'ADN est sur cette information ici. On ne peut pas mieux décrire sur une planche la façon comme un caractère est conçu. Et on a des horizontales, les verticales, les différentes hauteurs, les positions, tout est quelque part cartographié sur ce schéma et qui nous donne en fait un peu toutes les clés de la façon de concevoir. C'est même en soi, c'est une sorte d'infographique très détaillée pour comprendre cette conception de ce caractère. C'est un autre grand succès. Il était régulièrement aussi augmenté avec des nouveaux signes, avec des nouveaux graisses, avec des nouveaux styles. Et ensemble, avec le caractère kana, aujourd'hui, ces deux-là, sont les plus grandes deux familles qui existent et qui ont fait leur chemin, qui sont inscrits un peu comme des classiques dans le paysage de la création typographique japonaise. À chaque moment qu'un nouveau caractère est sorti, ou le plus souvent, il y a aussi toute une communication qui était faite autour pour le faire public, pour le faire connaître aux utilisateurs et les différents ateliers et graphistes qui peuvent être intéressés. Et j'ai trouvé quelques mois avant l'ouverture de l'exposition justement un spécimen du lancement de ce caractère typos de la formation typo. Et c'est vraiment aussi... Bon, il y a plusieurs ouvrages qui sont très rares, mais ça c'est aussi une des objets. Je suis très content que je l'ai trouvé et que je pense qu'il y a peu d'exemplaires qui existent. Et il montre d'une manière aussi très intéressante justement la conception, les différentes paramètres sur lesquels ils ont travaillé, qu'ils ont utilisé pour améliorer le dessin, pour le faire de ça que c'est devenu. On voit la famille avec son système qui est d'ailleurs aussi inspiré par la nomination que Adrian Frutiger a donnée à l'univers. Ça veut dire qu'il a donné des chiffres au lieu des noms. Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent par exemple Helvetica Light, Regular, Bold. Frutiger, il a abandonné ça. Il a donné à chaque ligne un numéro. Et après, à l'italique, il a changé de pair de impair à pair.
Et comme ça, il y a comme une sorte de cartographie numérique avec une axe X et une axe Y, ce qui a donné à chaque style un numéro. Et Typos a fait la même chose, ils ont repris la même manière de classifier les différentes, distinguer les différents styles et graisses. On a une autre planche avec un travail de Helmut Schmidt. Helmut Schmidt, on a vu son analyse des différents scripts dans la langue japonaise. Et Helmut Schmidt, je pense, au moment où vous venez de l'extérieur et vous plongez dans une autre culture, la langue et l'écriture sont essentielles pour la comprendre. Et au même moment, Helmut Schmidt, il est venu avec une éducation avec une excellente base comme graphiste et typographe de Bâle. Bâle était à l'époque, dans les années 50, une des écoles phares pour ce métier-là, Bâle en Suisse. Et il est arrivé au Japon et il a commencé assez rapide de travailler là. Et je pense son savoir aussi de connaître la culture latine et la typographie latine était un moment très important parce que le Japon, économiquement, ça boomait, les échanges étaient de plus en plus intenses avec le monde de l'extérieur. Alors il est arrivé avec une certaine expertise que quelqu'un au Japon n'a pas eu dans la même manière. Par contre, il a dû bien sûr se frotter aussi et se éduquer avec le système d'écriture japonais. Et on voit ici un projet qu'il a fait pour une entreprise de pharmacie, Otsuka Pharmaceutical. Et chose qui est intéressante, il a créé d'une part le logotype en japonais pour cette entreprise, et il utilise pour le latin, il utilise l'univers qu'on vient de voir juste sur la planche à côté. L'univers était vraiment aussi le caractère qui était postulé un peu par l'école de Bâle. Et au même moment, avec le logotype, il a dessiné et développé un caractère d'entreprise qui fait partie de l'identité, qui est propriétaire à cette Otsuka Pharmaceutical. Et là aussi, c'est que le kana. Ça veut dire, de nouveau, un peu dans le même esprit comme d'autres modèles du Kanamochikai philosophie, c'est que le katakana qui est développé et avec laquelle il a aussi tout de suite imaginé une utilisation horizontale. On voit ça bien aussi sur les emballages, tout est écrit en horizontal. Et à cette époque, le horizontal était considéré peut-être des fois aussi comme une manière d'être plus progressif dans la mise en page. Aujourd'hui, c'est même plus vraiment trop la question. Aujourd'hui, c'est l'impact des nouvelles technologies qui nous dictent ou qui nous changent le paysage de l'utilisation, parce que l'utilisation de Internet, les sites Internet, sont inimaginables avec une mise en page verticale, parce que vous ne pouvez pas descendre, remonter pour chaque ligne, ça fait des sites complètement illisibles dans la consultation. Ça veut dire, par ce pur outil aujourd'hui, Internet impose pratiquement une mise en page en horizontale. Et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est vraiment un thème qui est plus que jamais important et qui force une autre façon d'utiliser les caractères. Avec le défi que 80 ou 90% des caractères qui existent pour l'instant au japonais, mais même en Chine, étaient d'abord créés pour une utilisation verticale qui ne sont pas vraiment adaptés à une utilisation horizontale. Dans cette quête de nouvelles expressions et aussi de mise en question des codes établis, il y a un groupe de trois acteurs, la Shinsekai Type Study Group, qui a proposé en 2012 différentes expérimentations avec l'écriture japonaise. Et
Je trouvais cet exemple très intéressant parce qu'ils ont vraiment très librement expérimenté ça, plutôt une écriture à la main, mais avec des paramètres qui étaient plutôt inhabituels. Alors, le premier exemple en haut, c'est ça qu'on a vu, qui était un intermédiaire dans le développement du hiragana, c'était le sugana, où il utilise cet répertoire formel qui est formellement vraiment très intéressant et qui se prête peut-être très bien pour une écriture horizontale, où ils ont développé ça, écriture horizontale de gauche à droite, alors contrairement au japonais, vertical de droite à gauche. Ensuite, on a ici une kana horizontale, mais liée. Ça veut dire, comme nous, notre manuscrit, souvent c'est lié. Ils ont essayé de faire ça, de lier les différents signes, écriture de gauche à droite, comme chez nous. Et ensuite, en bas, une écriture aussi horizontale. On voit ça un peu moins bien ici, mais c'est à ce moment-là, ils écrivent de droite à gauche. Et on se rend compte avec ces expérimentations que, bien sûr, même l'orientation gauche à droite ou droite à gauche a un impact sur la façon comme on dessine un signe et comment il se développe. Alors, ce sont des paramètres qui sont très importants et qui ont un impact très fort là-dessus. Alors, c'était vraiment une étude volontairement expérimentelle, sans vraiment se trop soucier d'une probable lecture. Et je pense, par exemple, cette version ici, je pense même pour quelqu'un japonais, ça va être pas toujours si évident de le lire. Mais ça, de nouveau, a mis un peu en évidence la problématique et qu'est-ce que ça signifie et quelles sont des possibles solutions qui sont peut-être des pistes à élaborer et à creuser davantage. Alors, ça a été en 2012 et moi je me commençais à m'intéresser au japonais et à l'écriture japonaise à partir de 2013. J'ai déjà effectué plusieurs voyages en amont. Et comme pour moi, c'était toujours une façon aussi d'entrer dans une culture via les lettres et les caractères, ça m'a de plus en plus intrigué et j'ai commencé à m'informer davantage sur leur système. Et en 2015, j'ai eu une première bourse du CNAP pour un projet de recherche sur place. Et j'ai un confrère japonais m'a invité de partager pendant quelques semaines son atelier. Et moi, je commençais à faire des choses. Et un jour, il me dit tiens, je suis là avec un nouveau projet pour l'association des architectes japonaises. Ils veulent refaire leur mise en page et là, il y a 4 kanji, si tu veux, tu peux te mesurer avec ces 4 kanji et justement voir comment tu peux développer quelque chose qui est possible à utiliser en horizontal comme en vertical. C'était Tetsuya Goto et pour moi, c'était une très belle opportunité de me confronter avec ça et j'ai commencé à faire des essais. Les premiers essais étaient surtout des choses où je commençais à travailler avec des modulations du trait et en discussion avec lui, mais aussi avec les clients, les architectes. Finalement, on est arrivé à la conclusion que pour ce projet-là, un caractère qui est monolinéaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement dans le tracé, dans l'épaisseur, se prête mieux. Et ça, c'est finalement les deux sets, ça veut dire vertical et horizontal de ce titrage avec les 4 graisses que j'ai dessinées et développées pour ça. Et depuis 2015, cette publication porte maintenant ce titrage en haut, comme ça, et aussi à l'intérieur, dans les deux sens de lecture. Cette première expérience, elle était déjà réelle, elle m'a aussi encouragé à continuer. Et
Le caractère qui est par exemple utilisé ici pour l'identité visuelle de la Bulac, c'est le beeline, c'est un caractère que j'ai développé à partir de 2003. Et ce caractère, la spécificité qu'il a une hauteur X qui est assez élevée. Ça veut dire la hauteur X, ça veut dire les minuscules sont relativement hauts vis-à-vis de la taille des majuscules. Et c'est un fait qui est intéressant dans la mesure qu'une combinaison avec un caractère japonais se prête mieux parce que vous n'avez pas des très grandes différences de taille. Alors je me dis, bon, peut-être je devrais prendre ça comme départ pour le développement d'un projet plus ambitieux et plus grand, de vraiment dire, je crée une extension pour un de mes caractères latins avec les scripts japonais. Et le beeline se prête effectivement bien pour ce projet-là. Et ce que vous voyez, cette planche-là, j'ai commencé ce projet un peu après 2015. Réellement, plongé dedans, je suis à partir de 2017. Et en 2019, j'ai eu un séjour à la Villa Kujuyama pour aussi me consacrer pendant quelques semaines à ce projet-là. Et ce que vous voyez sur cette planche-là, c'est quelque part le clé des 4 scripts avec leur proportion. Ça veut dire la proportion de mettre en combinaison toutes ces 4 scripts, latin, hiragana, katakana et kanji, est très importante parce qu'au moment où vous avez appris une mise en page, il ne faut pas que 1 est trop petit, trop faible, il faut que c'est le plus harmonieux que possible. Alors ça, c'est un peu le schéma de clé des proportions. Après, il y a certaines décisions aussi formelles que j'ai déjà prises. Est-ce que les lignes dépassent? Est-ce que je garde vraiment des horizontales? Plein de décisions qui sont déjà liées à ça. Et schématiquement, si vous voulez, ça c'est le schéma de mes objectifs. Bon, le latin existe déjà, avec les 26 lettres, plus bien sûr toutes les signes diacritiques avec toutes les différentes langues. Après les 2 kana, chacun a 46 signes. J'ai un moment pensé que je suis prêt pour ça. Entre-temps, et avec aussi les consultations d'autres sources et réflexions, je suis en train de refaire des petits aménagements. Et le grand travail, ça reste vraiment les kanji, où je m'ai pris comme premier but de faire les 2136 kanji qui sont normalement dans le répertoire de chaque personne qui fait le bac et qui permet de couvrir déjà 95 à 88% de l'utilisation du quotidien. Ça veut dire on peut effectivement déjà utiliser le caractère avec ça, même avec moins de kanji. Là où un kanji manque, on peut le remplacer par les hiragana. Mais bien sûr, mieux c'est que les kanji soient le plus complets que possible. Alors ça, c'est un projet en procès qui est toujours en travail, avec des avancements qui diffèrent dans le temps. Des fois, j'ai plus de temps, des fois moins de temps, mais c'est un projet qui maintenant, depuis 2019, on constate constant développement. Voilà, ça c'est un peu aussi quelque part pourquoi tous ces domaines, toute cette thématique m'intéresse et qui m'a fait davantage plonger dans cet univers et de m'informer, de aussi présenter cette exposition avec les différents ouvrages que j'ai trouvés et que je vous présente ici. Et je termine avec cet voyage à ce point-là et je peux que vous encourager de découvrir ce monde davantage. Voilà.